Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Bonsoir les vraies voix de l'été, semaine 3, la dernière du Tour de France, le lendemain de la finale de Coupe du Monde et puis votre quotidien au travail ou en vacances. Bref, une sacrée semaine. Merci de passer ce moment avec nous. Au sommaire, une Coupe du Monde d'un mois et demi avec 48 pays, avec l'un des 3 pays organisateurs qui bombarde un des pays en compétition, un public de VIP, certains pays africains privés de leurs supporters, et puis les entrées dans l'histoire de Messi, Mbappé, de l'Espagne. Bref, la question du soir, Coupe du Monde 2026. Avez-vous aimé cette édition du Mondial ? De tous les points de vue, hein ? Réagissez au 0826 300 300. Et puis à 18h10, le grand débat. Ils occupent le terrain en cette mi-juillet. Une fois les ouragans RN et LFI passés, le Parti socialiste assiste à un défilé de dinosaures aspirant à la fonction suprême. Un ancien président, une ancienne candidate du deuxième tour, un ancien Premier ministre, 2 jeunes loups anti-Mélenchon. Chacun se positionne et les sondages sont encourageants. Notre grand débat à 18h10, présidentielle 2027. Le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République ? 0826 300 300. Ces questions sont sur notre chaîne YouTube. Donnez votre point de vue et ça nous fera notre tendance et on vous donnera les résultats. Présentation des vraies voix. Ils sont là pour entamer cette 3e semaine. Il a été capable de résister à toutes les situations. Il est devenu l'une des légendes du raid, que ce soit à vélo ou sur les terrains boueux, mesdames et messieurs. Ancien membre du raid, Bruno Pomar. Bonsoir mon cher Frédéric, très content d'être parmi vous ce soir. Bon, en plus on va parler de cyclisme et vous êtes un très bon cycliste. Je suis le roi de la pédale, hein. Eh oui, bien sûr. C'était pas mal ça, non ? Elle est l'une des incontournables dès qu'il s'agit de stratifier les ambitions de chacun en communication d'influence. Elle est donc la femme qui va faire la différence et que peut-être tous les candidats à l'élection présidentielle vont appeler ce soir. Madi Saïdi, bonsoir Madi. Bonsoir. Elle est tellement humble, Madi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Moi je suis une fausse humble, attention, ne me provoquez pas. C'est bien de l'admettre. Enfin, nouvelle génération du think tank millénaire. Il a éclipsé tout le monde, il s'est imposé naturellement, un peu comme il le faisait dans son centre de formation de footballeur à Angers. L'homme du lendemain de la Coupe du Monde, Mathieu Hoc. Merci, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bien, on se lance, la question du soir. Allez, c'est parti. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Championne d'Europe olympique et depuis hier du monde, l'équipe d'Espagne de football entre dans la légende du sport comme les basketteurs américains ou les handballeurs français, cocorico. Mais au-delà du sport, cette Coupe du Monde 2026 a soulevé énormément de débats sur son bilan carbone, son je me t'ai dit quoi, en l'écrivant ça serait difficile, son inaccessibilité, son instrumentalisation trumpiste, ses abus de pouvoir. La question du soir, hashtag Coupe du Monde 2026, avez-vous aimé cette édition du Mondial ? Tour de table, je m'adresse aux footballeurs. Mathieu Hoc. Ancien. Oui, non, mais quand même, Très avoir ancien. fait un centre de formation, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. D'un point de vue sportif, déjà, c'est un... D'un point de vue sportif, cette Coupe du Monde elle est plutôt réussie. Elle est plutôt réussie pour au moins 2 éléments. Le premier point, c'est que, alors c'est ça qui est, le foot normalement doit réserver des surprises et on se souvient la Coupe du Monde 2002, la Corée du Sud en demi-finale, la Turquie, des choses comme ça, le Costa Rica en 2014. Là, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Pour la première fois depuis assez longtemps, le Quatuor, le Maroc en 2022 notamment, pour la première fois depuis assez longtemps, l'édition du 2026, les demi-finalistes sont les 4 meilleures équipes oui, parce d'un qu'il y a point de vue un classement sportif. FIFA. Voilà, exactement. La France, l'Espagne, l'Argentine et l'Angleterre. C'est comme à Roland-Garros, Voilà. avec le numéro 1 contre le 4 et le 2 contre le 3. C'est ça. Voilà, donc c'est c'est quand même assez particulier parce que pour le coup le foot est un des rares sports, ou peut-être le seul, qui réserve des surprises aussi importantes d'un point de vue sportif. Mais sinon ensuite après d'un point de vue donc toujours sportif, le niveau de jeu a été, j'ai trouvé, plutôt très bon. Alors même qu'on avait une crainte, c'était que le nombre d'équipes étant augmenté, puisqu'on est passé à 48 équipes, ça allait faire contre 32 à l'époque, enfin
l'époque en 2022. Ça allait faire baisser le niveau de jeu. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que, à part quelques équipes très faibles qui ont effectivement été éliminées dès le premier tour, dès les phases de poule, très rapidement, on est arrivé quand même à un niveau de jeu et à un niveau un bon niveau de jeu, y compris sur les matchs un peu entre des petites équipes. Et puis aussi, dernier point, on a eu quand même malgré tout des belles aventures. Je pense à l'équipe du Cap-Vert, évidemment. Ouais. La RDC a fait une très belle Coupe du Monde. La Norvège aussi a fait une excellente Coupe du Monde. Les États-Unis, sorti le Brésil, hein. Et ils ont sorti le Brésil. La Team USA a fait une très belle édition. Donc c'est à noter. Donc oui, sur le plan sportif en tout cas, cette Coupe du Monde de U26 me paraît être réussie. Bon, c'est important d'avoir ce point de vue parce qu'encore une fois, Mathieu, vous avez vécu le football à un haut niveau de l'intérieur et c'était bien. Madi Saïdi, ça vous inspire quoi? C'était la fête quand même. On a eu 1 mois et demi de fête. Oui, il y a eu 1 mois et demi de fête. Effectivement, tout ce qui a été dit là, évidemment, je partage. Il y a eu de très beaux matchs, il y a eu de très beaux matchs, de très belles performances, évidemment, et de belles histoires aussi. Je pense notamment au Cap-Vert avec ce gardien qui avait 40 ans, dont la maman pouvait pas venir et finalement est venue. Le Cap-Vert, c'était sa première Coupe du Monde. Ils ont fait vraiment une très belle Coupe du Monde. Voilà. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, il y a eu d'autres choses que moi j'ai moins aimé. L'ambiance qu'il y a eu, les propos racistes, le fameux carton là que Trump a réussi à faire enlever sur Balogun, voilà. Le joueur des États-Unis. C'est pas tellement fair play, mais globalement c'était une belle coupe. C'était une belle coupe. Moi, je soutenais pas mal d'équipes africaines, au moins pour le fun, notamment l'équipe sénégalaise qui malheureusement... Oui, vous avez des origines sénégalaises. Oui, absolument. Ouais. Qui étaient quand même les champions d'Afrique et qui ont été éliminés. Sortis par la Belgique. Oui, absolument. Ouais. En plus, un match assez particulier. Ils avaient tenu jusque quasiment la fin et se prendre 2 buts comme ça. C'est nul. D'ailleurs, ça a créé des remous. Mais justement, on y reviendra, Madi, parce que la question des pays africains a été soulevée et pour plusieurs raisons, et ça pose effectivement des questions. Mais là on plante sur le décor. L'accessibilité. Ouais, voilà. D'un point de vue festif, alors vous, Bruno Pomar, vous n'êtes pas un spécialiste de foot, vous êtes plus rugby et cyclisme. Oui. Mais ancien du RAID, c'était quand même une gageure. Il fallait organiser, il y avait du monde, c'était aux États-Unis. Oui. On est pendant une guerre, faut pas l'oublier. Et là, la fête, elle se tient, quoi. Oui, non, c'est tout à fait admirable. Et d'abord, ce sont de grands événements interplanétaires, même titre que le Tour de France. Mais c'est vrai que les États-Unis ont su organiser parfaitement cette édition de la Coupe du Monde compte tenu du contexte terroriste, tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que ça a été, alors même si ça a été un peu compliqué parce que parfois il y a eu des contrôles dans les aéroports qui ont été faits, qui ont amené quelques polémiques dans les médias, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est un événement qui s'est fort bien passé, avec une belle ambiance, avec des dérapages, comme tu le disais à l'instant. Effectivement, ça fait partie malheureusement, je dis de ce type d'événement. Mais encore une fois, il faut retenir ces moments de vie ensemble. Moi, je suis pas, comme tu le disais, spécialiste de foot, mais j'ai eu plaisir à regarder les matchs, en particulier la France qui a joué, et je trouvais ça formidable, l'ambiance, tout ce qui s'est passé. Le côté négatif, je le laisserai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les foules ensemble, les gens rire, pleurer ensemble, la ferveur, et c'est ça le plus important. Je me souviens à l'époque de la Coupe du Monde 98 en France. Je sors à la plaine Saint-Denis du RER et en fait c'est la magie de la Coupe du Monde qui commence. Je vois sortir des Écossais qui dansent avec des Brésiliens. Parce que le premier match à l'époque c'était Brésil-Écosse, vous pouvez vérifier. Voilà. Et rien que ça c'est magnifique. Et donc cette internationalisation à 48 pays, effectivement c'est bien. Bon, là on a dit on est content, on est bien. Maintenant on va gratter un petit peu parce que vous êtes éditorialiste et bien sûr derrière cette Coupe du Monde il y a pas mal de choses. Réaction 0826 300 300. Muriel, une habituée de Béziers dans l'Hérault. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Bon, vous êtes du genre à aimer le foot ou pas déjà? Complètement. Bon. D'abord, je suis d'une famille de footeux, mon père, mon fils, etc. Ouais. Mais par contre, depuis que je suis dans le sud, j'ai viré complètement au rugby parce que le rugby, forcément, terre de rugby. Monsieur, écoutez-moi. La tenue des matchs de rugby,
ils se prennent des pruneaux, etc., mais c'est propre. Alors que là, j'ai vu des matchs avec le Paraguay et comme hier soir, l'Argentine. Ah non, mais c'était inadmissible. Le premier carton rouge a été donné à je sais plus comment il s'appelle. Hernandez, le défenseur. Pour une effectivement. fois, on a eu un bon arbitrage, voilà. Mais sincèrement, non, c'est des trucs de voyous. Voilà. Oui, et vraiment, alors, pour moi, c'est une belle surprise, Muriel, parce que je ne savais pas sur quoi vous vouliez nous emmener, parce que c'est vrai que cette question, elle est très large. On peut parler de géopolitique, on peut parler de plein de choses. Et ce parallèle avec le rugby est intéressant. Alors, au moins, dans le rugby, on sait que ça donne. Là, hier, alors, parmi les commentateurs, donc, il y avait aussi la chaîne de télévision beIN Sport, où il y a Omar Da Fonseca, alors qu'un vieil ami qui m'a fait découvrir Buenos Aires, je salue, donc pour ça, mais Omar était terriblement gêné parce que il se disait que les enfants qui regardaient le comportement des joueurs argentins, c'est vrai que s'il y a un match lundi, Muriel, je sais pas ce que vous en pensez, mais les gamins qu'on vu la veille, ils arrivent, ils vont fracasser le dos de l'adversaire, c'est ça le problème, hein? Muriel. Non mais attendez, il n'y avait aucun joueur qui n'était pas tenu en lacet. Le gars pouvait pas. Enfin, ils ont qu'à leur attacher les mains dans le dos. C'est compliqué de courir comme ça. Non mais c'est affreux quoi. Alors d'abord, première chose, il y avait pour moi, il y a eu trop d'équipes. 48 pays, c'est trop. Voilà. Pour moi, maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors, attendez, justement, Muriel, c'est vous qui nous faites le débat. Et je m'appuie là-dessus. Alors, vous dites 48 pays, est-ce que c'est trop ou pas? Je reviens vers vous, Muriel, mais je veux avoir l'avis de nos vraies voix. 48 pays. En même temps, Madi Saïdi, on avait beaucoup plus de pays africains, vous en parliez aussi, quoi. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça permettait aussi à des pays qu'on ne connaissait pas forcément d'exister, de montrer ce qu'ils étaient. Et quelque part, ça donnait aussi une connotation beaucoup plus grande quand on parle de Coupe du Monde. Et il faut s'ouvrir aussi au monde. Voilà, donc moi je trouvais que c'était une bonne idée. Il y a qu'un pays qui était peut-être un peu en dessous, c'est Curaçao, parce que c'est vrai, c'est une petite île d'origine néerlandaise. Vous avez raison, mais le pays, je crois que de mémoire, qui a fait la pire Coupe du Monde, c'est la Tunisie. Et c'est un pays qui est pourtant qui a pris 12 buts en 3 matchs. Pourtant un pays qui est censé être assez régulièrement présent en Coupe du Monde, qu'il était en tout cas la dernière édition. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Beaucoup, même notamment d'éditorialistes dans le sport, qu'on disait cela, notamment en prenant le parallèle avec l'Euro. L'Euro, on a augmenté à partir de 2016 le nombre d'équipes et on a vu que le niveau de jeu de l'Euro pour le coup lui s'est vraiment dégradé. En fait, pour analyser si le nombre d'équipes a été bon, enfin l'élargissement est bien ou pas sur le niveau de jeu. Je reste vraiment sur la question du niveau de jeu parce que je rejoins ce qu'a dit Madi. À titre personnel, je trouve que c'est bien d'avoir beaucoup de pays. Mais si on regarde juste le niveau de jeu, c'est est-ce qu'il y a des matchs qui sont en bois, entre guillemets? Il y en a eu, mais pas tant que ça, et pas plus que lors des éditions précédentes. Je me souviens de la Coupe du Monde 82 où j'étais gamin, et ça reste, c'est la première Coupe du Monde avec le France-Allemagne, tout ça. Il y a au premier tour une équipe du Honduras qui se prend 7-2, je sais plus par qui. Voilà. Et puis les équipes qui ont été en plus par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer sans l'augmentation, Curaçao, Cap-Vert, etc., ou RDC, sont plutôt bien tenus. Et puis ensuite, après, le troisième argument qui dit justement si on augmente le nombre d'équipes, ça fait baisser le niveau de jeu, c'est sur les grandes équipes qui vont jusqu'au bout, comme ça leur rajoute un match. Les matchs à la fin sont moins bons. Moi, j'ai trouvé que sur les demi-finales, l'Espagne, c'est triste à dire pour nous, mais l'Espagne a très bien joué contre l'équipe de France. Le match, la finale est pas mauvaise en soi, l'Argentine est mauvais, mais l'Espagne joue bien, et l'Angleterre a bien joué également, et le dernier match aussi. Et puis, la petite finale est pas mauvaise non plus. Et maintenant, les sélections sont composées de 26 joueurs, donc on peut faire plus tourner, et justement l'équipe qui a le plus de joueurs susceptibles de rentrer, enfin ça peut être aussi les meilleurs. Bon, alors Muriel, je reviens vous voir. Vous savez comment ça fonctionne, on a toujours une petite respiration à caractère publicitaire. Il faut bien que je nourrisse mes enfants, je vous l'ai déjà dit. Et on se retrouve dans un instant, et c'est vous, Muriel, qui reprenez la parole en nous donnant l'autre point sur lequel vous vouliez deviser. La Coupe du Monde, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.
Pendant un mois et demi, nous avons vécu au rythme décalé de la Coupe du Monde de football en Amérique du Nord, avec 48 pays en course, dont l'un d'eux bombardé par un des 3 pays co-organisateurs, Iran, États-Unis, ça ne vous a pas échappé. La géopolitique n'a cessé de rythmer cet événement interplanétaire, et puis il y a eu ces entrées dans l'histoire de Messi, de Mbappé, de l'Espagne. La question du soir, #Coupe du Monde 2026, avez-vous aimé cette édition du Mondial? Avec nous, nos 3 vraies voix ce soir, qui sont tous dans leur domaine des experts de la question. Mathieu Hoc, directeur général du think tank Le Millénaire, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et Madi Seidi, directrice conseil en communication d'Influence. Vous êtes toujours avec nous, Muriel, au 0826 300 300. Je vais pas vous quitter comme ça. C'est super, c'est super. J'écrirai une chanson là-dessus. Et alors, allez-y. Donc, autre point sur lequel vous vouliez revenir concernant cette Coupe du Monde. Alors, moi, je vais revenir sur Didier Deschamps. Voilà. Ouais. Je vais me faire des ennemis, je m'en fous, mais j'ai trouvé que Deschamps, il a eu regardez le dernier carré, France-Allemagne, première mi-temps. France-Espagne. Non. France-Espagne dans le dernier carré, première mi-temps, ou France-Angleterre, mais pas France-Allemagne. Ah non, pour une fois qu'on était, comme moi, vous savez, je suis gamin de 82. Les Allemands, dans le dernier carré, on a morflé. C'était autre chose que la défaite contre l'Espagne. Je peux vous dire qu'on a eu mal. On marque rien la première mi-temps. Ouais. On est à 0. Et à la seconde mi-temps, ça y est, ça lui pète, il fait des changements. Il fait rentrer Upa Mécano. Oui, contre l'Angleterre. Il va débloquer le match et on met 3 pions d'affilée, voire 4. Oui, c'est dommage qu'on soit loupé avec Olysée. Ouais. Voilà. Mais moi, je reproche à Deschamps de rester bloqué sur voilà, il a ses têtes, il ne mettait pas les bons joueurs au bon moment et faut pas s'étonner. Et je dis bravo l'Espagne parce qu'ils nous ont donné un match hier soir magnifique. Franchement, c'était plaisant, sauf les Argentins qui jouaient comme des tricheurs. Voilà. Mais justement, Muriel, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espagne a un parcours exceptionnel. Hier, l'Argentine et Messi a été inexistant. En demi-finale, la France et Mbappé a été inexistante. En quart de finale, le Portugal et Ronaldo ont été inexistants. Ça veut bien dire aussi que l'Espagne, c'est autre chose. C'est un sacré état d'esprit, Bruno Pomar. C'est un état d'esprit. Je sais pas quel commentateur disait. On a les meilleures individualités du monde et l'Espagne est la meilleure équipe du monde. C'était l'entraîneur de la France. Que les choix. Je trouve que Madame est un peu dure avec Didier Deschamps quand même, qui restera un mythe pour le football français, parce que là on commence à le critiquer. Est-ce qu'il a fait les bons choix ou pas les bons choix? Il peut se tromper, même si c'est un gars qui a eu énormément d'expérience. Si José Bruno, il peut se tromper et on peut le tromper aussi. Parce que l'entrée d'Upamecano, c'est à la place de Konaté et le repositionnement à la place de Cherki. Si Cherki et Konaté lui font pas un enfant dans le dos, je n'y connais rien. Ce soir. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc je pense qu'en même temps, Deschamps, lui, il prend des décisions avec ses techniciens autour, et c'est aux joueurs de jouer le jeu. C'est le cas de dire. Donc c'est un peu facile de taper sur Deschamps quand il gagne. Tout le monde dit, mais ça c'est très français. Et puis quand il perd, on dit il est mauvais. Moi je trouve que c'est un mythe et grand respect pour Didier Deschamps. Bon, alors on file à Béthune et on peut y aller très vite. C'est un ami, Bernard Tapie, qui m'en avait parlé à l'époque. En moins de 2 heures. En fond, on retrouve Laurent dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Laurent de Béthune. Bonsoir à vous tous et à toute notre équipe et à l'auditrice dont j'ai oublié le prénom. Oui, c'est Muriel. Ouais. Alors vous Laurent, votre ressenti sur cette Coupe du Monde? D'un point de vue global, j'ai trouvé que les matchs étaient plaisants parce qu'il y avait des buts, il y avait du spectacle, malgré le fait que, soi-disant, il y avait des équipes plus faibles. Moi, je trouve que c'était un bon système. Tout le monde a le droit de participer. Les petites entre guillemets, les petites équipes, même si il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui, le niveau c'est quand même bien nivelé.
Après, il faut faire du business, parce que plus vous augmentez le nombre de matchs et puis plus vous avez des droits à télé, des ventes de billets, etc. Donc bon. Et justement, je saisis votre balle au bon, Laurent. Il y avait 3 pays qu'organisaient, c'est-à-dire quand on passait du sud du Mexique jusqu'au nord du Canada et qu'on passait de la côte est à la côte ouest, au niveau de l'empreinte carbone, ça pouvait quand même un petit peu déranger. Les gens qui veulent aller voir un match, je pense, je sais pas, Madi nous a parlé de l'équipe du Sénégal qu'elle soutient. Vous êtes un supporter sénégalais, vous allez un match à Toronto, puis vous allez à Monterrey, à Boston. Bon, il y a ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, Laurent. Ouais, faut arrêter ça, franchement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, mais demandez aux Brésiliens qui massacrent la forêt amazonienne et pour planter l'empreinte carbone, ça me fait doucement rigoler. Ouais, c'est pas votre truc. D'accord. Non, c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, je vous ai dit, moi je vais à Béthune en moins de 2 heures. Je vous l'ai dit. Ouais, donc, non, mais vous êtes, ouais. Ça, il faut demander à Monsieur Mélic et à Monsieur Tapi. Bon, donc ça, plutôt convaincu. Allez-y, Laurent. Oui. Ce que je voulais dire, moi, c'est par rapport à l'équipe de France. Bon, c'est vrai que quand on veut gagner une Coupe du Monde, je pense que il faut d'abord avoir une bonne assise défensive, et ça n'a pas été notre cas. Je pense que notre équipe penchait plus vers l'avant, et ça s'est vu, parce que vu le niveau de nos pistons, je pense à Jules Koundé et à Lucas Digne, trop faible. Je pense que Didier Deschamps a eu quelques choix qu'on peut discuter, mais franchement, faut être entraîneur. Moi, je suis coach. Je m'occupe des gardiens dans un club partenaire du RC Lens. Je peux vous garantir, quand vous devez prendre des décisions, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est sûr. Donc c'est toujours facile de critiquer derrière. Maintenant, derrière, moi, je vais vous dire, honnêtement, la France termine meilleure attaque. À chaque fois que l'équipe de France jouait, les audiences se sont vues, les gens se sont précipités devant leur télé parce qu'il y avait du spectacle. Regardez encore la demi-finale, le match pour la 3e et 4e place. Donc dans l'ensemble, non. Moi, je trouve il faut quand même pas oublier. Regardez le nombre de buts, même les autres équipes pendant les phases de poule. Il y avait du spectacle. On n'a pas eu des 0-0 pourris. Il y avait juste quand effectivement il y avait l'Argentine et le Paraguay où ils jouent avec leurs armes, ces gens-là. Ils jouent comme ça. Et puis Laurent, vous êtes né en quelle année, Laurent? Vous êtes de quelle année, quel âge? Moi, je suis né en 68. Alors, bon, donc on est quand même d'une génération proche. Moi, j'ai, en tant qu'ancien commentateur du handball, j'ai eu la chance d'être un petit peu chapeauté par un monsieur Thierry Roland. J'avais une relation très forte avec lui. Et il dit tout à la fin de la Coupe du Monde 98, quand la France, elle gagne la Coupe du Monde, il dit maintenant on peut mourir tranquille. À l'époque, en 82, en 86, c'était magnifique. On avait fait une demi-finale de Coupe du Monde. Là, Mathieu Hoc, il vient de nous envoyer 2 fois en finale, une fois la Coupe du Monde gagnée, systématiquement en demi-finale. Mathieu, quand même. Ma génération, vous qui êtes jeune, horriblement jeune. Ma génération, on aura vu l'équipe de France quasiment tout le temps victorieuse ou quasi victorieuse, parce que on va dire, allez, il y avait juste la période, pour ma part, entre 2010 et 2014, donc l'époque Laurent Blanc et la fin de Raymond Domenech, où c'était horrible à voir, mais les plus jeunes encore, ceux qui se viennent après moi, n'auront vu que l'équipe de France forte. Mais par contre, je pense que il y a un vrai sujet quand même qu'il faut poser sur la formation des footballeurs français en règle générale, et ce match contre l'Espagne nous l'indique quand même, parce qu'en fait, et ça je vous donne une anecdote, quand j'étais encore au SCO d'Angers, on faisait beaucoup de matchs contre des équipes espagnoles, parce qu'à l'époque la mode c'était le Barça, Guardiola, etc. Donc pour essayer d'apprendre. Et en fait, en équipe de jeunes, en règle générale, on était très au-dessus des équipes espagnoles. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de battre Valence, par exemple l'équipe de Valence, alors que j'étais Angers en Ligue 2, avec des scores très conséquents. Donc on a une formation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les formateurs français, malheureusement, ne jurent que par un mot, c'est faire des différences. Faites des différences, exactement. Et les joueurs à maturité tardive, à tous les endroits du terrain, en attaque, sur les côtés, les latéraux, en défense, etc. Et donc s'il n'y avait pas eu l'Espagne, on aurait loupé Griezmann, par exactement, exemple. Ou même les Hernandez. Et ce qui manque encore à la formation française, et c'est ce qui du coup l'Espagne a réussi à faire, c'est un projet de jeu collectif et un style qui soit harmonisé
au sein des centres de formation, parce qu'aujourd'hui vous avez les centres de formation travaillent un peu de manière isolée et il n'y a pas de style de jeu français comme il peut y avoir un style de jeu espagnol, un style de jeu allemand. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut imiter l'Espagne, mais trouver une manière de faire un football à la française. Mathieu Hoc, vous savez comment ça fonctionne la radio. Désolé, j'ai été là on doit vraiment non, on fait vraiment une petite pause, mais c'est promis, on revient dans un instant. On conclut notre question du soir. On y revient avant de passer à autre chose, mais on y revient parce qu'il faut qu'on conclue. Mais justement, restez bien avec nous. La Coupe du Monde, on continue d'en parler. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. La Coupe du Monde est terminée. Pendant 1 mois et demi, nous avons vibré, plein de questions. On a beaucoup parlé sport et c'est très bien, mais il n'y avait pas que cela. Il y avait l'aspect géopolitique. Alors nous allons conclure avec nos 3 vraies voix sur cette question du soir. Avez-vous aimé cette édition du Mondial ? Pour en parler, Mathieu Hoc, Bruno Pomar, Madi Saïdi. Et vous, cher Quentin Saunier, vous scrutez nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube sur laquelle les auditeurs de Sud Radio répondent à cette question. Ont-ils aimé ou pas ce mondial ? Eh bien écoutez, ils répondent non à 83%. Ah bon oui. Tiens, pourquoi ? Écoutez, il y a beaucoup de commentaires. Pour Damien, pause fraîcheur, arbitrage douteux, niveau global des matchs et Trump qui s'en mêle. Alors, c'était pas fameux, nous dit-il. On a Quentin qui nous dit davantage de cartons auraient dû être distribués. Et on a Badou qui nous parle carrément d'une Coupe du Monde de la honte. Alors, très intéressant. Oui, mais très intéressant. Et je suis content que nos auditeurs nous aient laissé ces petits commentaires. Effectivement, oui, mais nous sommes passionnés, on est passionnés, on est contents, tout ça. Mais c'est vrai, et je vous y emmène maintenant, et je vous ai prévenu, chère vraie voix, par qui commençons-nous ? Madi Saïdi, par exemple. C'est vrai qu'il y a des choses, alors, ils nous donnent des idées, là, nos auditeurs. Alors. Mais c'est vrai que moi-même, bien que j'ai aimé cette Coupe du Monde, ça n'a pas été comme les précédentes qu'on a connues. Moi, je suis une vraie fan, je suis une dingue de foot, donc je rate pas un match et tout ça. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu particulier. Et notamment sur l'accessibilité. Moi, je trouve que ça n'a pas été sympa. Il y a beaucoup d'équipes africaines qu'on peut avoir leurs supporters. Parce que la question des visas, c'était très compliqué. Et même pire que ça, il y a certains qui ont eu leur visa, donc qui accédaient donc aux États-Unis, et une fois sur place, on leur disait non, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. Il y a eu des fouilles quand même qui je trouve que c'était indigne. Il y avait quelque chose d'humiliant dans la manière dont certaines équipes africaines ont été fouillées sur le tarmac. Ça, c'est franchement pas cool. C'est des choses qui je pense vont laisser des traces pendant longtemps. Et je crois que même si le football, il y a toujours quelque chose de politique, parce qu'il y a quand même une géopolitique du sport. Donc ce n'est pas que du sport, mais là en l'occurrence, c'était le mauvais côté de la géopolitique du sport. Et alors, évidemment, on stigmatise les États-Unis. Bon, ils ont tout fait pour aussi. Mais n'oublions pas le Canada qui interdisait à certains joueurs de rentrer s'ils avaient une affaire judiciaire en cours. Alors bon, ça peut se défendre, mais il y a pas de présomption d'innocence au Canada. Il y a une présomption de culpabilité. Voilà. Bruno Pomar. Oui, enfin, moi, pour résumer, entendre les commentaires déjà à 80%, j'en reviens pas. Moi, je trouve que c'était un bon moment et pourtant, je suis pas le fou de football, loin de là. Mais si vous retenez quelque chose de critiquable. De critiquable, oui et non, parce que ce que disait Mali sur les contrôles, etc., on sait ce que sont les États-Unis. C'est un pays où on fait pas ce qu'on veut. En France, on rentre comme on veut, on fait ce qu'on veut. Aux États-Unis, ils sont très stricts, peut-être un peu trop parfois, voire manquer de discernement sur nos compatriotes des pays africains qui sont venus. Pour les JO 2004, on rentre comme on veut en France, mais c'était hyper sécure aussi quand même. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que les États-Unis, encore une fois, sont dans un contexte un peu particulier. Ils sont en état de guerre avec l'Iran, et en plus ils organisent une Coupe du Monde de football. Waouh! Alors on peut comprendre qu'il soit très dur. Je comprends Madi qui dit effectivement il y a certaines équipes africaines qui ont été très embêtées, voire dégagées. Enfin, tout au moins les supporters. C'est compliqué à encaisser, mais encore une fois, c'est un pays où la sécurité, où l'ordre établi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est du Trump et on passe pas à côté. Voilà. Donc ce serait plutôt ce côté-là qui me dérangerait un peu. D'accord, Mathieu Hoc. Moi, c'est pas forcément les États-Unis, c'est plutôt la personnalité de Donald Trump, l'attitude de Donald Trump, et notamment si je dois retenir une image, c'est celle à la fin avec lorsque l'Espagne reçoit le trophée. Je pense que c'est l'un des personnes qui a voulu rester pour s'accaparer un peu l'image politique. C'est l'une des personnes qui a le plus raté sa Coupe du Monde, pour le coup, le président américain, pour les raisons que vous avez évoquées, mais également pour cette volonté de vouloir récupérer à quelques mois des élections l'événement pour surfer dessus d'un point de vue de politique
politique intérieure. Et quand on met en comparaison avec d'autres grands pays qui ont organisé la Coupe du Monde, et pas si loin que ça, notamment Vladimir Poutine en 2018, eh bien, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais Vladimir Poutine avait réussi d'un point de vue personnel sa Coupe du Monde. Ça veut pas dire qu'on cautionne le régime. Il avait totalement raté ses jeux de Sochi. Il avait envahi une première fois l'Ukraine. Exactement. Voilà, mais il a complètement réussi sa Coupe du Monde 2018 sur le plan de l'organisation. Les touristes aussi avaient été bien accueillis en Russie. Là, Donald Trump, pour le coup, à la différence de Vladimir Poutine, a pour le coup raté sa Coupe du Monde d'un point de vue de son organisation et de l'image d'accueil des pays des États-Unis. Pardon. Et je trouve que l'Iran a été plutôt mal traité. Alors au niveau de ses joueurs, hein, je parle pas de l'Iran du pays, mais l'équipe iranienne, dans la mesure où elle est là, je pense que la décision d'arbitrage qui fait d'elle le premier non meilleur troisième, alors que le but, je vois pas pourquoi on refuse le but. Enfin, vous qui êtes footballeur, Mathieu, bon, très limite. Oui, monsieur Fedel, vous êtes arbitre? Non, je ne suis pas arbitre, mais j'ai des amis arbitres et qui, franchement, là-dessus. Mais je crois que la géopolitique, c'est quand même invité sur le terrain. Le sport a pris le dessus, même par rapport au côté politique de Trump qui a voulu. Le sport est au-dessus de tout ça. Et encore une fois, moi, je suis vachement surpris par le sondage quand même. 80% des gens qui ont pas. Oui, parce que souvent les gens qui veulent dire attention, tout n'est pas rose. Et je suis très content qu'il l'ait dit. On est dans un moment de sport, Frédéric. Oui, je sais. Mais mettons pas la politique là-dedans, moi, ça me gêne. Oui, mais c'est un peu le but du jeu. Et on a fait le pour et le contre. Et vous voyez, moi, je suis un homme heureux là. Et du coup, on envoie le tour de table. Allez, c'est parti. Le tour de table. Allô, on se réveille. Vous savez, c'est comme dans les bronzés. Radio Galaswinda. On se réveille. Allez, on y va, c'est parti. Merci. Vraie Voix Sud Radio. Vous n'avez qu'à vous marrer aussi en régie. Hein. Vous savez qu'il y a une émission, nous sommes en direct. Voilà. L'émission a commencé ? Oui, le voilà, le Maxime Sénat. C'est bien, c'est courageux, Maxime, parce que vous savez que vous prenez la parole, vous dites c'est moi, c'est bien. Exactement. Enfin, pas c'est moi, Sénat, mais vous êtes ingénieur. Alors, tant que je prends pas le mur, ça va. Madi Saïdi, la recherche inespérée d'un compromis sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On est en plein dans l'actualité, là. Vous vouliez alerter là-dessus, hein ? Oui, alors évidemment, sur ce texte, il y a de vrais enjeux, notamment la protection de nos enfants sur les réseaux sociaux, même s'il ne faut pas croire que tout ce qui se passe dans ce pays, tout ce qui va mal avec notre jeunesse, c'est les réseaux sociaux. Croire ça serait vraiment être... Enfin, ça aide vraiment, pas non plus quand même. Oui, ça serait vraiment être naïf. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, on a quand même la question du harcèlement, on a la prostitution des jeunes, on a... la pédocriminalité aussi, qui se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on l'a vu, il y a plein de youtubeurs qui ont réussi à duper des gens et à en faire arrêter. Alors, il y a un vrai enjeu. Alors, est-ce que, en tout cas, j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat trouveront un accord sur un texte commun de manière assez rapide, notamment avec la rentrée des classes. Je crois que c'est important qu'on ait en tout cas un texte assez rapidement pour ça, mais il faut aussi savoir que les jeunes ont souvent un coup d'avance. Par exemple, si on pense à Facebook, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont quitté Facebook parce qu'ils en avaient marre de rencontrer leurs parents, donc ils se sont un peu planqués. Sur Instagram, ils y sont encore toujours, ils continuent à se faire les DM. Après, Twitter, c'est un peu différent parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de jeunes qui ont moins de 15 ans. Sur Twitter, en revanche, il y a la question de TikTok, qui est très compliquée sur Instagram, voilà. Tous ces réseaux sociaux, et notamment qui sont des réseaux étrangers, je pense qu'on va être aussi confronté à la législation, à moins d'interdire complètement TikTok en France. Je ne sais pas comment on pourrait faire, parce qu'en réalité, les Chinois, ils s'en foutent. Ils font du business et ils en ont rien à foutre. Et après, on va être aussi confronté à la question européenne. Il va falloir que ce texte soit conforme aux exigences européennes pour son applicabilité. Mais ce que je voudrais soulever, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie le reste des problèmes. C'est pas que Internet. On a quand même des vrais soucis avec notre jeunesse depuis tellement d'années en France, notamment sur la question de la violence des mineurs. Ça se passe sur Internet, mais ça se passe aussi dans la vraie vie. Et il faut pas que ça occulte le fait qu'on a d'autres problèmes et qu'il faudra aussi avoir le courage de légiférer sur ces sujets-là. Bon, vous posez la question d'un point de vue la poule ou l'œuf, quel était le premier, mais c'est vrai que c'est très bien vu comme ça. Merci Madi Saïdi. Mathieu Hoc, la vente de cigarettes baisse, mais cela profite au marché noir. Oui, alors c'est un sujet, je parle sous le contrôle de Bruno qui connaît ce sujet-là du point de vue de la police, qui est alertant. Nous, on avait publié une étude sur le sujet. En fait, on s'aperçoit que année après année, le nombre de cigarettes consommées en France dans le réseau des buralistes baisse, ce qui fait que les taxes, donc les revenus fiscaux que récupère l'État baissent également. On est à plus de 2 milliards d'euros de baisse sur les 4 dernières années. Et pour autant, la consommation
consommation de tabac ne baisse pas. Et là, on se dit... Et donc le déficit de la sécurité sociale, donc on creuse le déficit de la sécurité, des maladies. Exactement. Voilà. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Et en fait, l'un des enjeux et l'un des angles morts de la politique que la France a contre le tabac, c'est le marché noir. Le marché noir, il faut savoir qu'une étude de KPMG, il y a un mois de cela, disait que quasiment 41% des cigarettes consommées en France sont achetés sur marché noir et que 53% sont achetés sur le marché en dehors des buralistes. Donc quasiment une cigarette sur deux et vient du marché noir. C'est un vrai problème parce qu'on a beaucoup parlé de narcotrafic. Aujourd'hui, on a des narcotrafiquants qui utilisent et qui se replient sur le trafic de cigarettes parce qu'il est moins sanctionné d'un point de vue pénal. Il est moins la police il est moins dans l'ordre des priorités des policiers en termes de répression des trafiquants et il prospère sur les mêmes logiques de vente et de distribution. Et donc, tant que la France n'adopte pas une vraie politique contre le marché noir de cigarettes, on baissera pas forcément le trafic de drogue, et deux, on n'arrivera pas à baisser le nombre de fumeurs, qui est un objectif, on va dire, louable de qualité. Et quel que soit le trafic, il y a toujours des gens pour se foutre la santé en l'air et qui alimentent tout ça. Avec des produits qui n'ont pas les mêmes contrôles qu'on a en Europe sur les cigarettes. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. C'est comme les stupes, ça. Voilà. Bon, alors Bruno Pomar. Moi, c'est un vrai coup de gueule, moi, en fait. Oui. Alors, Édith Cresson va être contente, notre ancienne première ministre. Ancienne maire de Châtellerault. Oui. Alors, elle a conservé sa voiture avec chauffeur. Les avantages. Pourquoi pas. Moi, en tant que maire. C'était 84, je crois qu'elle était. Oui, ça fait 35 ans. Excusez du peu. Non, mais moi, en tant que maire du rural, j'aurais dû garder. J'avais pas d'avantage. Donc déjà, c'est réglé. Et je fais la comparaison avec tous ces maires du rural dont j'ai été pendant 12 ans, qui mettent même de leur Porsche pour faire vivre leur petite commune. Quand je vois tous ces nantis de la politique, ça me gonfle, vous imaginez même pas. Monsieur Raffarin, Madame Borne, Madame Cresson, on a du mal à s'en souvenir. Effectivement, ça sert pour son frère et qui a du mal à se déplacer. Il faut arrêter de déconner, quoi. Je veux dire, c'est insupportable. Alors, on nous explique que c'est 150 000 euros par an. C'est pas grave, on a 3 500 milliards de déficit. C'est pas bien grave, tout ça. Moi, je trouve que c'est scandaleux parce qu'il y a des gens qui galèrent dans notre pays, on le sait tous. Les élus aussi de terrain, dont j'ai été, des petits villages, etc., qui paniquent parce qu'ils n'ont pas de moyens, rien du tout pour faire vivre leur village. Et on a ces gens-là, tous ces nantis, qui considèrent que c'est normal. Voilà, et c'est insupportable. On l'a vu dans d'autres cas, les protections qui sont accordées aux amis des amis, etc. Du SDLP, le fameux service de la protection qui a... Moi, j'y étais, dans les premières années, on était 400, ce service de la protection. Il y a plus de 1500 policiers qui assurent la sécurité de journalistes, d'écrivains, de M. BHL, entre autres, d'avocats. Mais ils sont menacés de mort, Oui, mais attendez, moi, vous exposez pas. Moi, j'ai été 2-3 fois menacé de mort parce que je suis devant sur le plateau. J'assume, je vais pas demander à la SDAT, à la sous-direction antiterroriste, au ministère intérieur, de me faire protéger. Il y en a marre, parce que ça coûte du fric. Alors on nous dit c'est une goutte d'eau dans les 3 500 milliards, effectivement, ça représente. Il y en a marre. Regardez M. De Villiers. Pareil. Président du Puy du Fou, le mec, il se traîne mal avec une voiture officielle, avec un giro de thon. Mais on croit rêver. Et ce monsieur nous donne des leçons d'éthique, de république, etc. toute la journée à la télé. Stop, il y en a marre. Et les élus en ont marre. 3 sujets, tour de table, soulevés par nos 3 vraies voix ce soir, qui nous offrent des perspectives sur 3 futurs débats un petit peu plus longs. Merci, vous nous avez donné des idées précises. Dans un instant, nous recevrons notre auditeur fil rouge. Il va relever un triple défi. 1, devenir ministre des relations extérieures. Bah oui, parce que on vient de parler de la Coupe du Monde. On a besoin de savoir ce que vous pensez de la relation internationale qu'entretient la France à travers tout cela. Après, il vous défiera dans le jeu de l'été. Le jeu de l'été à base de musique, de machin, etc. Et puis, il sera dans le grand débat. Le grand débat à 18h10. Je vous rappelle son intitulé, présidentielle 2027. Le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République? Parce qu'il y a quand même pas mal de prétendants avec un sacré CV. Qui ont d'ailleurs des avantages qui plaisent, je pense, à Bruno Pomar. J'ai vu votre nom aussi, d'ailleurs. Pas du tout. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel.
Nous ratissons tous les sujets d'actualité qui vous passionnent en ce moment. Lendemain de fête de Coupe du Monde, on parlera du Tour de France. Vous avez vu, ça évoque aussi la question du dopage. On en parlera tout à l'heure. La politique avec le PS qui met en avant toutes ses forces vives. Et puis les sujets, bref, tout cela traité par trois vraies voix exceptionnelles. Mathieu Hoc pour le think tank Le Millénaire. Mathieu Hoc, rappelons-le, est devenu directeur général du think tank Le Millénaire. Ils étaient une quinzaine et il les a tous... Oh non, c'est un projet qui est collectif. Vous pouvez pas dire ça. On est une équipe. Bruno Pomar, ancien du RAID, mais qui l'est toujours. Exceptionnel. Ouais. Il y a des gens modestes, c'est dingue. Hein. Et puis Madi Saïdi, directrice conseil en communication d'influence, qui a une forte influence sur cette émission, on l'a vu. Ah ben j'espère bien quand même. Hein. Évidemment. Pas venu pour rien. Voici notre ministre, notre auditeur fil rouge. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Simon, vous ne savez rien faire, bonsoir. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Le Perpignanais. Quelle température aujourd'hui à Perpignan? 33. Ouais. Il est de chez moi. Bah oui, bien sûr. Corbert les Cabanes, moi. Ouais. Bah, il est pas loin, Perpignan. Ouais, Perpignan, absolument. Mon père avait le café de la gare. Hein. Il était propriétaire il y a très longtemps. Moi, c'était mes routes d'entraînement. Je partais de Argelès, Collioure, Bagnoul, Port-Vendre. Et donc, bien sûr. Bon, alors, vous avez entendu les challenges qu'on vous propose, Simon, et notamment d'être ministre des Affaires étrangères. Vous allez faire finalement un petit peu une synthèse en 3 propositions des enjeux qui nous feront finalement un petit peu référence à tout ce qu'on vient de dire. Alors, si vous êtes ministre des Affaires étrangères, première prise de décision. Ben, ça serait les accords de réciprocité avec l'Algérie. C'est-à-dire que je mettrais en place le fait que, si les voilà. Oui, non, c'est pas être courageux. Oui, ça change de celui qu'on a comme ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Quitte à rompre de toute façon les discussions si ces derniers ne sont pas d'accord. Ça serait ma première décision parce que de toute façon, on voit que de tout ça génère beaucoup de problèmes à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Deuxième point. Deuxième point, je reverrai un peu les financements, les aides de guerre à l'Ukraine, en demandant d'abord au président ukrainien de combattre en priorité la corruption endémique qui gangrène son pays, et parce qu'il y a trop de profiteurs de guerre, avant de lui accorder le moindre soutien. Donc vous mettez la pression sur l'Ukraine, donc vous sortez un peu la France du rôle de partenaire privilégié. Bon, alors j'invite la naïveté, quoi. Bon, d'accord. Voilà, bon. Surtout. Et l'exploitation politique qui en est faite intérieurement, pour des raisons qu'on connaît, donc voilà. Et en même temps, il y a les Russes en face, donc bon, mais c'est votre choix, c'est le principe. Et le troisième point, Le troisième point, ça serait le Moyen-Orient, avec la guerre en Iran. Je demanderai aux pays qui sont quand même autour de l'Iran, qui sont compatibles avec les démocraties, de mettre la pression sur l'Iran et de nous aider, pas uniquement les États-Unis, d'aider tout le monde pour que l'Iran retrouve la raison. Oui, ça c'est un choix très important et on le voit dans notre quotidien pour le coup. Ce conflit influe sur tout un tas de choses. Et on l'a vu, on en a parlé un peu sur la Coupe du Monde aussi de football précédemment, et c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez ministre des Affaires étrangères. Et pour le coup, vous voyez, vous avez donné des idées et puis des réflexions. Bravo pour votre proposition en tant que ministre des Affaires étrangères. Ça, c'était, on va dire, la partie facile, Simon, parce que voici maintenant, ça se corse. Les vraies voix Sud Radio. Le jeu de l'été, Simon. Le jeu de l'été. Alors, depuis le début de ces vraies voix de l'été, je vous ai fait un spécial Coupe du Monde. C'est donc la dernière de spécial de Coupe du Monde. Je l'ai mis avec Mathieu. Alors, non, parce que c'est Simon qui choisit s'il fait équipe avec Madi Saïdi, avec Mathieu Hoc ou avec Bruno Pomar. Est-ce que vous voulez, avant que je vous donne le thème de ce jeu, Simon?
Oui, Mathieu Rock. Ah non, vous prenez Mathieu. Oui, attention. Mais non, mais Simon, il est perspicace parce qu'il sait que vous avez une culture foot. Oui. Et ça dépend. Hein. Mais alors vous allez voir. Donc en tout cas, Mathieu. Mais merci. Je suis honoré. C'est la première fois que je suis choisi. Voilà. Et donc en face, nous avons Bruno avec Madi. Alors voilà. Ça va bien se passer. Je vous fais un quiz spécial Espagne-Argentine, mais à travers les chansons. Travers les chansons. Et vous allez devoir trouver l'interprète qui se cache derrière cette chanson, qui fait référence à l'Argentine à travers le titre, ou à travers le chanteur, ou bien sûr l'Espagne à travers le titre ou à travers le chanteur. Il faut répondre le plus rapidement possible. Il y a 9 propositions. Le meilleur au bout des 9 propositions aura gagné. Simon, vous êtes prêt ? Aïe, aïe, aïe. Bon, attention, qui est le chanteur qui se cache derrière ça ? Julio Iglesias. Que faire face à Bruno Pomar qui a tellement dansé et tellement aimé sur Manuela de Julio Je mets la Iglesias. pression à Mathieu Rock comme ça. Je sens qu'il est déstabilisé là. Désolé Simon. Julio Iglesias, le chanteur espagnol, évidemment. On ne s'affole pas, Mathieu, on ne s'affole pas. Hein. Non, reste, ça ne fait que 1-0. Attention, cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus un clin d'œil à l'Argentine. Ah mince. Florent Pagny. Oui, bravo, J'ai failli dire ça en plus. Eh oui, mais je voulais pas dire de bêtises. Et rappelons que Florent Pagny habite donc en Argentine. Oui. Voilà. Oui. Donc ça fait 1-1. Quel suspense. Alors là, puisqu'on est dans l'hispanisant, trouvez madame. Jennifer Lopez. Oui. C'est vrai. Bruno Pomar. Gino pour les intimes. Gino, absolument pour les intimes. Bruno Pomar qui trouve Jennifer Lopez. Je pense que vous m'avez sous-estimé, mon cher Frédéric. Peut-être. Parce que vous avez misé tous sur Mathieu Rock, mais manque le pot, ça. C'est le football là-dedans. Alors attention, ces gens-là sont très hispanisants. Écoutez, de qui s'agit-il ? Un groupe, ça. Stop. Non. Ah non. Aucune idée. Si, aucune idée. Réfléchis, Bruno, vite. Non. Le nom est un nom hispanisant. Alors Simon. Alors là, Aucune idée. On joue avec quoi au foot ? On joue avec le pied. On est d'accord. Ben là, c'est pas avec le pied. C'est comme si c'était ballon de mano, quoi. Vous voyez, du handball. Oui. Non. Une fois. Oui. 2 fois. Regardez Bruno. Oh merde. 3 fois. Enfin, comme Madi vient de le dire, en 5 lettres. Donc, mais c'est Mano Negra. La Mano Negra. Ils sont super connus en plus. Et là, Mathieu, vous qui êtes le plus jeune de la bande, vous êtes impardonnable. On reste à 2-1. C'est pas de sa génération. Attention, même chose, chanteuse française, mais qui est hispanisante. Écoutez. Non, c'est portugais, Linda de Souza. Oui. C'est française. Oui. Zazie. Non. Laurie. Non. Même pas. Simon, vous savez ? oui, comment il s'appelle ? Elle adore le chocolat. Chocolat. Oui. Lio. Non, pas Lio. Non, Léo, c'est pas. Ah. Je vous donne le prénom. Jennifer. Oui. Attention, Olivia. Olivia Ruiz. C'est pour Madi Saïdi. Ça fait 3-1. Continuons. Bel hommage à l'Argentine. Don't cry for me, Argentina. Oui. Qui chante ? Barbara Streisand. Non. C'est une dame qui était hier à la mi-temps. Ah mince. Elle a chanté à la mi-temps. Elle est argentine. Mathieu Hoc, vous avez regardé le match, hein ? Oui. Pour un spécialiste du foot. Moi, j'ai mis l'équipe 21 à la mi-temps. C'est une argentine. Non, c'est une chanteuse qui a chanté hier à la mi-temps. Elle avait Ronaldo et Ronaldinho avec elle. Simon ? Merde. Zara Larsson, non, je sais pas. Non. Simon, vous l'avez pas ? Non, pas du tout. Bah Madonna, c'est Madonna. Elle a chanté à la mi-temps. C'est en plus français. Allez, on se dépêche. Attention, qui a chanté ça à l'occasion des JO de 92 ? Ah oui, George Michael. Non, c'est l'autre.
Il y a eu un film sur lui, avec son groupe. Queen. Oui, et donc c'est... Freddie Mercury. Oui, Bruno Pomar, ça fait 4. Il en reste 2. Mathématiquement, c'est gagné, mais j'aimerais que vous trouviez ces 2 derniers. Qui chantait ça? Madrid, Madrid, tu peux me faire signe. Marie Laforêt. Vous l'avez, Simon? Non, c'est très très dur, mais c'est un chanteur magnifique. Je dis un chanteur. Oui, un androgyne, chanteur androgyne qui s'appelait Daniel, mais qui s'est fait appeler Nilda Fernandez. Nilda Fernandez. Et je voulais lui rendre hommage parce que c'est un chanteur magnifique. Et enfin, le dernier sur Buenos Aires. Je suis si loin de chez moi. Et Daou. Non. Le mari du top modèle. Ouais. Le mari de qui? Benjamin Biolay. Victoire superbe de Bruno Pomar et de Madi Saïdi. Mesdames et messieurs, il est pile 18h. Tout de suite, les infos après ça. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Vraie voix de l'été vous accompagne pour ce début de 3e semaine estivale. Dans un instant, la course de positionnement au PS. Tous les cadors sont là pour gagner dans les urnes nos 3 vraies voix du soir. Vous voulez pas envoyer la petite... Non. Voilà, non. Parce que... J'ai un temps de retard ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la chaleur? C'est la fin de la Coupe du Monde, ça me déprime. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Maxime Sénat, notre réalisateur, que moi j'adore. Et en plus, avec un nom comme ça, il est censé aller assez vite. Hein, c'est oui, effectivement. Ouais. Bref, ce soir, nous avons Mathieu Hoc, directeur général du think tank Le Millénaire, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et Madi Saïdi, directrice conseil en communication d'Influence. C'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Ils occupent le terrain en cette mi-juillet. Une fois les ouragans RN et LFI passés, les leaders du Parti Socialiste aspirent à la fonction suprême. Un ancien président, une ancienne candidate du 2e tour, un ancien Premier ministre, 2 jeunes loups anti-Mélenchon. Chacun se positionne et les sondages sont plutôt encourageants. Présidentielle 2027, le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République? Nous conservons notre auditeur fil rouge avec nous, Simon de Perpignan. Rebonsoir Simon. Il va arriver. Et puis, bien sûr, nous allons commencer notre petit tour de table. Je voudrais juste, oui, quand même, réaction Bruno Pomar. Ça bouge au PS. J'ai l'impression qu'après être passé dans les méandres de l'oubli, ils le rejaillissent, non? Le ventre mou, vous voulez dire? Oui, ventre mou. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, il faudrait qu'il se réveille quand même, hein, parce que même si on est à quelques mois de la présidentielle, effectivement, ça serait intéressant qu'il arrive à se mobiliser. J'y crois qu'à moitié, moi. Le dernier, c'est Cazeneuve, je crois qui s'est déclaré. Alors non, il ne s'est pas déclaré, mais en fait, il a écrit un programme. Il a refusé de dire qu'il se déclarait, mais on a bien compris que s'il avait écrit un programme, c'était pas pour s'amuser. Certainement pas pour le plaisir. Moi, je crois qu'il y a intérêt quand même de se mobiliser. Si on veut pas retrouver les 2 extrêmes en finale, c'est-à-dire le RN et LFI en finale de cette présidentielle, oui, il faut qu'il se réveille. Juste une remarque, c'est qu'encore une fois, ils sont tellement nombreux sur la ligne de départ, que trouver un accord, un équilibre entre chacun et entre chaque programme, je n'y crois pas une seule minute. Entre les Glucksmann, les Cazeneuve, les Attal, enfin bref. Ouais. Alors, Attal, c'est pas PS, hein, c'est le centre. Le centre existe. La preuve, c'est qu'on sait pas, en fait, on sait pas très bien s'ils sont à gauche ou centre, un peu à droite ou, enfin, bref. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur cette capacité à la gauche de se mobiliser, encore une fois, pour présenter un seul et candidat unique. Sur le détail des possibles candidats, ils sont nombreux. Je vous ai donné quelques pistes. On y reviendra dans un instant, mais je voulais déjà que vous nous donniez votre point de vue sur la stratégie du PS. Le PS peut renaître de ses cendres, Madi Saïdi? Eh ben, moi, justement, je me demande s'ils ont une réelle stratégie au PS. Le PS, ça serait intéressant qu'il soit en tout cas sur la ligne de départ. Mais je crois que le PS s'est absenté depuis trop longtemps. Et idéologiquement, on ne sait plus où il se positionne. On ne sait pas qui est chef, qui n'est pas chef. Gauche non mélenchoniste, c'est pas un bon positionnement, une stratégie. Vous qui êtes spécialiste de communication. Alors qu'il soit non mélenchoniste, c'est une chose. Mais il faut mettre des valeurs devant. Il faut mettre un programme devant aussi. Et puis c'est un petit peu compliqué quand on voit que à l'Assemblée nationale, même s'ils portent pas les mêmes valeurs, parfois ils ont voté ensemble. Donc il faut reparler aux Français, il faut repartir à la conquête des Français. Moi, je trouve que le PS a trahi tout ce qui était ses valeurs
les valeurs pour lesquelles les gens étaient derrière le PS, ils les attraillent depuis longtemps. D'ailleurs, quand on parle avec d'anciens électeurs du PS, ils nous disent le PS nous a quittés, donc ils se retrouvent plus du tout ni dans les personnalités qui étaient censées porter leurs valeurs, et aujourd'hui les candidats qu'ils ont en face. Sous-entendu donc, la gauche caviar, c'est ça. Oui, ils ont un vrai problème parce que le PS pendant longtemps c'était le PS Terra Nova. Ensuite ils se sont dit non, on arrête, on va aller parler au quartier. Mais ces électeurs-là, je crois qu'ils les ont perdus puisqu'ils se sont plutôt retournés, ils sont plutôt vers LFI. Donc il y a un vrai travail idéologique et de valeur à faire pour pouvoir retrouver des électeurs potentiels. Ils sont plutôt vers LFI ou RN aussi. Ou RN aussi, oui, absolument. Pour un électorat dit populaire. Mathieu Hoc. Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Madi. En fait, le Parti socialiste a deux immenses difficultés. La première, c'est sur son positionnement politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je vais répondre par une autre question. Quelle est la dernière idée nouvelle proposée par le Parti socialiste ? On la cherche toujours. Est-ce qu'on a aujourd'hui, depuis le revenu universel de Benoît Hamon en 2017, est-ce qu'on a une seule idée nouvelle apportée par un élu du Parti socialiste ou même par Raphaël Glucksmann, place publique ? Pas grand-chose, on a des positions de principe, on a quelques vagues idées de valeurs, mais il n'y a pas d'idées nouvelles. Alors comment on peut mettre à profit du RN, de Reconquête, même de LR, ou même de la Macronie, ou de la France Insoumise, le fait que ce sont des partis qui ont, à un moment donné, fait émerger sur la période sur les 10 dernières années, des idées nouvelles. Donc premier problème, c'est quelles idées nouvelles ? Et deuxième problème pour le Parti socialiste, c'est l'utilité de vote. Aujourd'hui, il y a une utilité de vote à gauche pour voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il incarne la rupture, le vrai candidat de gauche, celui qui a théorisé la nouvelle France, etc. Mais il y a des gens de gauche pour qui c'est impossible de voter pour lui. Mais le problème, c'est que le Parti socialiste n'a pas cette utilité de vote. Aujourd'hui, à quoi ça sert de voter, et d'ailleurs Bruno l'a dit, à quoi ça sert de voter Parti socialiste plutôt que Gabriel Attal ? C'est assez compliqué. Alors, et j'en terminerai aussi, c'est que... Oui, on va revenir, de toute façon. Oui, c'était juste là pour planter le décor, parce qu'en plus, le débat est en deux parties, et nous avons donc Simon de Perpignan. Simon, vous dites, un candidat PS possible ou pas ? Enfin, un candidat PS, oui, c'est possible, mais un candidat PS qui pèse sur l'élection présidentielle de 2027 ? Moi, je rajouterais un candidat crédible. Mais bon, voilà, c'était dit, ils n'ont pas d'idée, ils ont su que trahir systématiquement le reste d'électorat qu'ils pouvaient avoir en s'associant systématiquement sur les idées de l'FI, alors que l'FI aurait eu tout intérêt à mettre plutôt en avant un candidat PS pour lui donner une image plus acceptable pour les gens de gauche, plutôt que de laisser un Jean-Luc Mélenchon, le blanc et moche, je pense qu'il parlait de lui-même, uniquement. Voilà, quoi. Donc, je ne sais pas, j'avoue que ce parti-là, mais les LR aussi ont aussi un peu trop fait de compromission, sans trop savoir où aller, donc... C'est vrai qu'il y a un parallélisme entre le PS et les LR, en fait, parce que historiquement, ce sont deux partis de gouvernement, et qui donc doivent s'adapter en fonction de la réorganisation de la vie politique. Bon, nous avons planté le décor avec vous, Simon, avec vous, les trois vraies voix. On marque une respiration et on va écouter notamment les différentes possibilités de candidature. Vous réagissez, 0826 300 300. Le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République ? #présidentiel 2027. Donnez votre avis sur le compte YouTube. Je dis toujours, c'est la chaîne YouTube où vous votez. Et puis alors 0826 300 300 pour passer à l'antenne. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Frédéric Brandel. Le grand débat, Hollande ressuscité, Gage et Glucksmann émergents, Cazeneuve en diesel, Royal souveraine, les potentiels candidats à la présidentielle pour la gauche républicaine se positionnent. Cela fait du PS et de ses alliés de possibles acteurs majeurs de la prochaine élection, avec pas de liaison Balta-Propos, c'est plus doute à l'oreille. Voilà. #présidentiel 2027, le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République ? Nous en débattons notamment avec nos trois vraies voix, Madi Saïdi, Mathieu Hoc et Bruno Pomar. Et puis nous avons notre auditeur fil rouge, Simon de Perpignan. Et puis nous avons ces extraits que je voulais vous faire écouter. Bernard Cazeneuve, ce matin chez nos confrères de BFM, il souhaite qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat, sans dire que c'est lui, mais écoutez-le. Je pense qu'il y aura suffisamment de sagesse à la fin pour que parmi tous ceux qui s'expriment dans l'espace social-démocrate, il n'y ait plus qu'un candidat. Mais il est vrai que nous avons eu des divergences, notamment au moment de la constitution du nouveau Front populaire. Je rappelle que j'ai quitté le Parti socialiste en 2022.
au moment où il a signé l'alliance avec la France Insoumise. J'estimais à ce moment-là que ce qu'était devenu le Parti Socialiste ne permettait pas qu'on puisse espérer de le réformer. Tout ce qui s'est passé depuis m'a donné raison. Bon, alors, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ministre notamment de l'Intérieur pendant la vague d'attentats, c'est quelqu'un qui avait plutôt été qualifié de crédible, oui. Voilà. Bon, il se démarque de Jean-Luc Mélenchon. Candidat potentiellement intéressant, Madi Saïdi, ou en tout cas, oui, sa candidature est intéressante parce que justement, il se démarque de Jean-Luc Mélenchon et quelque part, il y a de l'honnêteté dans ce qu'il dit, parce qu'il est parti en 2022 pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les électeurs qui ne veulent pas voter Jean-Luc Mélenchon se retrouvent un petit peu orphelins et ils sont en quête de ce candidat qui pourrait porter des valeurs et faire une différence entre Jean-Luc Mélenchon et eux. Donc sa candidature peut être intéressante. Voilà, on continue. Cette fois-ci, Ségolène Royal. C'était début juillet sur Sud Radio. Elle hésite, elle consulte. Ce qui est vrai, c'est que je reçois cette question, elle m'est beaucoup posée. Même dans la rue, même ici, en arrivant à votre émission. Vous m'avez envoyé un taxi, merci beaucoup. La direction est ravie. Je suis monté dans ce taxi, et même le chauffeur de taxi m'a dit, mais alors, on a besoin de vous, qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que vous faites alors? Mais je consulte. Moi, je consulte. Mais qu'est-ce qui vous réfléchis parce que je trouve assez dérisoire aussi ces multiplications de candidatures que je respecte, parce que ceux qui s'engagent en politique, c'est toujours aussi une forme d'engagement, de sacrifice mais vous voyez, c'est pas ce qu'attendent les Français. Il faut une structuration. Vous consultez Ségolène Royal quand on voit consulte aussi... mes amis, je regarde ce qui se passe, si je peux être utile, pourquoi pas. Bon, bravo au chauffeur taxi qui a dû avoir un sacré pourboire, je pense. Bon, alors, ça tombe sur vous. Allez, Bruno Pomar, Ségolène Royal. N'oublions pas que cette femme a été candidate au 2e tour face à Nicolas Sarkozy. Oui, d'accord. Et depuis quand elle existe, la dame? Depuis 1981. C'est un bébé Mitterrand qui était secrétaire d'État à la petite enfance ou des trucs comme ça. Enfin bref, depuis 1981. Et vient pour sauver la France en 2026. C'est à pouffer de rire. Même notre jeune voisin n'était pas né. Mathieu Hoc, ouais. Et il la revoit revenir. Il la voit revenir là. Ils ont des têtes. C'est plus des têtes, c'est des melons qu'ils ont tous. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la France, cette dame? Rien du tout. En même temps, elle n'était pas loin et elle avait été plutôt enterrée par les gens de son parti. Oui, bien sûr. Alors qu'elle pouvait avec peut-être. Mais c'est l'éternel revenant. Mais attendez, le Parti socialiste fort a fini de tuer le Parti socialiste, puis s'est coquiné avec la LFI pour être réélu député. Enfin bref, il y a un méli-mélo de gens, de mélange de tout ça, qui fait que tous les revenants, alors Cazeneuve, profil, homme d'État, etc., pas un gros charisme, à mon sens. Il faut du charisme, hein. Il faut avoir de la gueule, il faut avoir du charisme. Chirac avait de la gueule, avait du charisme. Même un Mitterrand, il avait ça. Bon. Madame Royal qui revient, excusez-moi, j'ai envie de pouffer de rire. Et alors, 3e possibilité, donc Raphaël Glucksmann, chez nos confrères de BFM, il annonce sa potentielle candidature. Donc j'ai annoncé qu'avant la fin de l'été, je me prononcerai. Je dirais si oui ou non, je suis candidat. Mais au-delà de ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous entendez les critiques. Je veux il a peur, il est en train de se dégonfler. La présidentielle, il faut avoir ça dans le sang. Et il nous annonce qu'il va y aller, mais plus tard. Ce combat, j'ai ça dans le sang. Mais de quoi vous avez peur? Pourquoi ne pas l'annoncer aujourd'hui, mais dans un mois et demi? Un candidat de plus, j'ai dit que je travaillerai au rassemblement. Et là, étape par étape, ce rassemblement, il se constitue. Vous avez vu, comme moi, le vote des militants socialistes. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Donc vous y allez. Bon, Mathieu Hoc, vous qui êtes né donc en 2025, c'est ça? Oui, apparemment. C'est votre génération, Raphaël Glucksmann. Alors, lui, potentiel, crédible? Le problème de Raphaël Glucksmann, il est le même que le Parti socialiste, et il a la vraie problématique aussi, c'est l'incarnation, comme l'a dit Bruno Pomar. Pour Bernard Cazeneuve, ça vaut aussi pour Raphaël Glucksmann, qui n'a pas démontré jusqu'à présent une capacité à diriger quand même 68 millions de Français. C'est ça quand même qu'on demande à un président de la République. Une capacité à pouvoir traiter d'égal à égal avec Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping et d'autres grands leaders de ce monde. Donc Raphaël Glucksmann, à partir du moment où il n'arrive pas à battre Éric Zemmour en débat, ça paraît difficile de l'imaginer face à Trump. Ça, ceci étant dit, je pense quand même, si je me mets sur la position plus d'analyse, Raphaël Glucksmann, il a un avantage par rapport aux autres, qui est théorique. Un avantage qui est théorique, c'est c'est le seul qui a
dans les sondages, montre qu'il peut capter des voix aux anciens macronistes. Parce qu'en fait, il y a une équation qui est toute simple pour le Parti socialiste et qui est simple pour la reste de la gauche. C'est que la gauche, depuis 2017, est en déclin électoral. Historiquement, depuis que François Mitterrand a émergé dans le paysage politique, la gauche, c'est 45% des Français. Or, depuis l'émergence d'Emmanuel Macron, la gauche tout entière, et ça vaut encore pour le nouveau Front populaire depuis 2024, c'est 30% des voix. À 30% des voix, vous êtes incapable de gagner au second tour, même contre le Rassemblement national. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour la gauche, c'est d'aller capter 10 points au moins sur le centre. Donc lui, d'un point de vue stratégique, Glucksmann, en tout cas, a démontré aux européennes de 2024, du coup, qu'il était la seule personne à gauche capable de pouvoir aller piquer ces voix-là. Très bien. 0826 300 300 avec notre auditeur fil rouge Simon. On ajoute 2 hommes. François Hollande, qui dans les sondages, et ça a été un sondage IFOP fiducial, est dans le top 3 des personnalités préférées des Français, alors que c'est lui qui part en tant que président avec la pire des... Bref, comme quoi, la résilience, ça existe en politique. Et puis, Jérôme Gage aussi, qui est très actif, et notamment contre Jean-Luc Mélenchon. Vous, Simon, est-ce que vous voyez un de ces candidats susceptible de créer une dynamique pour le PS ? Bon, déjà, pour les 3 premiers qui a été évoqués par vos invités, je rejoins tout à fait leur analyse. François Hollande, évidemment, vu son bilan, on lui rappellera. Je pense que de toute façon, voilà, c'est peine perdue. Hein. Et Monsieur Jérôme Gage, il est bien gentil, mais à part s'opposer à LFI concernant l'antisémitisme, il ne s'y oppose pas de manière réellement ouverte. Même sur ça. Donc, voilà, donc 5 candidats comme ça, même si on faisait un total des 5 pour en faire un seul, on n'arriverait pas à grand-chose. C'est joli ça, c'est joli Simon, bravo. Nathalie de Pézenas, dans l'Hérault. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Vraie Voix, bonsoir à tous. Alors, candidat PS, parce qu'il y a quand même un casting potentiel là. Est-ce que le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République selon vous ? Non, pas selon moi, mais bon, pour moi, pas du tout un PS du tout. D'ailleurs, j'en envisage aucun, et je pense qu'aucun sera au second tour de l'élection présidentielle. Ah voilà. Ouais. En plus, je l'appelle même pas de mes vœux. Je l'appelle même pas de mes vœux. J'ai connu Génération Mitterrand. À l'époque, déjà, les gens avaient voté pour Mitterrand parce qu'ils voulaient du changement. Et on se rappelle, bon, toutes les déclinaisons depuis 81. Je me rappelle encore cette période parce que mon père se baladait dans la maison avec sa rose, il avait voté pour lui, et ma mère pleurait parce qu'elle avait voté pour Giscard. Et moi je pleurais aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Je pensais que j'avais attrapé le tétanos. Voilà. Ensuite, on a vu, au bout de 6 mois, mon père avait déchanté. Hein, la génération Mitterrand, ça lui a pas vraiment servi. Il était entrepreneur. Hein. Puis on a vu tout le laxisme, le laisser-aller suite à toutes ces années. Moi, je l'ai constaté à l'âge que j'ai maintenant. Et moi aussi, j'ai envie de changement et j'ai envie de jeunesse. Et j'ai envie surtout qu'on restaure notre pays, qu'on restaure les valeurs que j'ai connues quand j'étais avant Mitterrand. Et donc selon vous, c'est pas le PS selon vous. En tout cas, moi ce que j'ai entendu les années Mitterrand. Il y a quand même une constante chez le PS, c'est que il y avait le courant mitterrandisme et le courant rocardien. Oui. Et le courant rocardien, qui est celui en fait qui est la très centre-gauche, qu'on a retrouvé avec Manuel Valls, qui était face à Benoît Hamon. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a 2 PS et que ça risque d'être encore la même question. Qu'en pensez-vous ? Alors, rapidement les vraies voix, synthèse, efficacité, Madi Saïdi. Oui, effectivement, mais ça, c'est aussi l'apanage des partis politiques. Comme chez LR, il y a toujours eu plusieurs courants politiques à l'intérieur du parti. Donc, je pense que ça un temps, il y avait UDF et RPR. Là, ils ont groupé. Oui, oui, il y a UDF et RPR, même s'ils avaient toujours des espèces de deals entre eux, comme on l'a vu même à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il y avait des courants internes à ce qu'on appelait à l'époque l'UMP, et ça n'empêchait qu'il y avait des accords avec ce qu'était l'UDI, je crois, le Nouveau Centre à l'époque, qui est devenu UDI. Voilà, donc je pense que ça va se retrouver évidemment là, et d'ailleurs ça existe idéologiquement, les valeurs qui sont portées par ces 2 courants continuent d'exister. Il va falloir faire une synthèse, donc il y aura forcément plusieurs PS. Le courant rocardien aurait eu du sens. Le problème, c'est que Attal a essayé de faire quelque chose, mais visiblement il n'est pas arrivé. En fait, tout à l'heure vous confondiez Attal, enfin c'est pas que vous confondiez, mais le descendant de Rocard, c'est Attal pour vous ?
Non, quand même pas. Non, mais Rocard, je trouve que c'était l'avenir de la gauche, mais il s'est fait tuer par Mitterrand. Hein. Ah oui, ça clairement. On le rappelle. Donc politiquement. Je pense qu'il y aurait quelque chose là-dessus, mais encore une fois, compte tenu du nombre de variantes qu'il y a là-dedans, on peut pas. Regardez, même Faure, on n'en entend plus parler. Il a disparu, on ne sait pas où il est. Oui. Benoît Hamon, pareil, il s'était réveillé à un moment donné, hop, il s'est couché. Olivier Faure, Olivier Faure, oui, c'est Olivier Faure. Oui, Olivier Faure, c'est juste le patron du PS. Donc on est d'accord qu'en termes de charisme, il y a rien. Malheureusement. Mais en tout cas, on parle de Glucksmann est pas mal, il parle bien, mais bon, il représente la. Non, mais il incarne pas. Il faut parisienne, pour moi, je veux dire, ni plus ni moins. Vous savez ce qu'on fait ? On remercie Simon, on remercie Nathalie, on part en pub, on revient, on vous donne le résultat de la consultation sur la chaîne YouTube. Le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République ? Et puis vous nous dites, vous les trois vraies voix, qui pour vous est a priori le meilleur candidat possible pour le PS. Donc vous restez bien avec nous. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Alors, le résultat présidentiel 2027, le candidat PS peut-il être le nouveau président de la République ? Madi Saïdi, Mathieu Hoc et Bruno Pomar sont avec nous, les trois vraies voix, elles vont trancher, mais avant notre expert consultation sur le compte YouTube de Sud Radio, Quentin Saunier, alors, que disent-ils ? Là, le constat est sans appel, ils disent non à 96%. Le candidat PS ne peut pas être nouveau président à 96%. Ça laisse 4% que le Parti Socialiste. Oui, c'est son score. C'est assez net. Et beaucoup de commentaires également. On a Jack qui nous dit il faudrait que le PS s'affirme davantage face à la France insoumise. Et on a Hervé qui nous dit non, et tant mieux. N'oublions pas qu'ils se sont alliés justement avec la France insoumise. Le premier, c'est Jack, c'est ça. Vous l'avez prononcé Jack. Enfin, c'est pas, il n'y a pas marqué langue à côté. Non, d'accord. Ok. Mathieu Hoc, juste, ils ont une chance ou pas ? Moi, je pense pas. Je pense que le Parti socialiste ne pourra pas présenter un candidat qui pourra aller au second tour. Le second tour, ça sera soit Marine Le Pen, soit Édouard Philippe, soit Jean-Luc Mélenchon, je pense. Peut-être Bruno Retailleau. Le point pour le Parti socialiste, me semble-t-il, le candidat, ce qu'il faut, l'élection qu'ils doivent préparer, c'est les législatives. C'est pas la présidentielle. Ils gagneront pas. Et le candidat pour être le meilleur pour les législatives, pour le Parti socialiste, de mon point de vue, je pense que c'est François Hollande. Parce qu'en fait, François Hollande est le candidat qui, me semble-t-il, remportera le plus de voix au premier tour de la présidentielle par rapport aux autres. C'est-à-dire que Glucksmann peut s'effondrer Cazeneuve, Olivier Faure, Tondelier dans le cadre d'une alliance, Ségolène Royal, tout ça fera comme Anne Hidalgo, a priori. Anne Hidalgo ou à peu près, ou Benoît Hamon, ça veut dire autour de 5%. François Hollande, c'est celui qui, me semble-t-il, pour le Parti socialiste, présente le plus de certitude d'être au-dessus de 10% et donc de pouvoir mieux négocier l'accord avec Jean-Luc Mélenchon et faire plutôt un accord NFP que NUPES et donc d'avoir plus de députés pour le Parti socialiste. Mais quand je parle de ça, je me rends compte déjà que je fais de la tactique politicienne. Ça intéresse pas forcément les auditeurs, mais pour le Parti socialiste, je dirais ça. Si, ça intéresse parce que vos analyses sont pertinentes. Alors, juste pour conclure, vous deux, Bruno et Madi, le candidat... J'aurais un penchant pour Cazeneuve, même malgré ce que dit Mathieu. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'homme d'État. Je le disais tout à l'heure, il n'a pas un super charisme. Parce que tout ça compte dans les élections. Les gens ils vont voter des fois à la gueule du président. Donc je serais... Peut-être Cazeneuve, s'il arrivait à trouver un consensus avec les autres. Et je précise que ma question, c'est pas pour qui voteriez-vous, c'est qui vous semble être celui le plus efficace. Voilà, c'est ça. Madi Saïdi. Non, moi, j'aurais aussi un penchant pour Cazeneuve. D'abord parce que je pense que les électeurs, ceux qui vont voter pour le Parti socialiste, et au-delà même du Parti socialiste, moi je parle vraiment des Français, le fait qu'il n'ait pas eu cette relation avec les mélenchonistes. Il y a les méchanchonistes et les méchants et les mélenchonistes. Et je crois que ça va lui permettre de rencontrer un Parti socialiste. Après, je ne sais pas, évidemment, pour moi, ils seront jamais au deuxième tour, c'est clair, mais je crois que c'est lui qui fera la différence, justement, cette scission avec LFI. Vous avez été entendu et nous ressortirons cette émission le 13 mai prochain. Quand Raphaël Glucksmann sera au second tour et qui est président de la République. Bien, alors puisqu'on parlait de match et de sélection, on va se refaire plaisir, on va reparler Coupe du Monde de football et puis dans un instant aussi on fera le point très important, le dopage dans le cyclisme. Il y a eu quand même des choses très particulières qui ont touché Jonas Vingegaard qui a dû abandonner avec une chute. Il avait été contrôlé à 2h du matin en pleine nuit, etc. On y revient avec Pascal Chanteur dans un instant, mais pour l'instant, foot.
vraies voix Sud Radio. Et c'est l'info en plus de notre Quentin Barbaza. Bonsoir Quentin. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Là vous nous avez, alors moi je trouve, merci parce que c'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. Vous nous avez trouvé quelqu'un qui va nous faire rêver parce qu'on a eu quand même un Français quelque part qui a été, c'est comme quand Yannick Noah, vous savez à l'époque quand Yannick Noah perdait à Roland-Garros, on disait qu'il était camerounais et quand il gagnait on disait qu'il était français. Oui, et quand Justine Hénin gagnait on disait qu'elle était française même si elle était belge. Enfin, vous voyez, c'est toujours été ça. Donc là, Aymeric Laporte. C'est ça. Oui, on a quand même trouvé notre petit Frenchie qui a soulevé la coupe du monde d'hier soir. On en a parlé en début de partie d'émission. On va être avec Johan Jourdan, qui est avec nous, président du SU Agen Football Club. Avec un J. Johan alors. Non, ça se dit Johan, il me semble. Ouais, bah oui. Johan Jourdan, président du SU Agen Football dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir, Johan. Bonjour. Bonjour, Johan. Donc on prononce bien Johan, hein? Les deux, vous pouvez lire les deux. Bon. Et en revanche, c'est bien Jourdan, c'est pas Yourdan. Hein, non, c'est bien Gaston, c'est Jourdan. Allez-y, Quentin. Johan, je pense que vous avez dû suivre hier soir cette finale. Et puis, comment on vit en tant que président de club formateur, le SU Agen Football Club d'Aymeric Laporte? On est quand même content que l'Espagne ait gagné hier soir. Ah oui, on est plus que content. Il y a une grande fierté parce qu'Agen, c'est quand même et le Lot-et-Garonne sont un petit département, une petite ville aussi. On est un club amateur, comme il y a beaucoup de clubs amateurs. On a très peu de ces clubs ont des champions du monde dans leur effectif ou même des joueurs devenus pros. Mais en plus de ça, des joueurs pros qui ont son palmarès, qui étaient déjà XXL et qui gagnent la Coupe du Monde, c'est extrêmement rare dans le foot amateur. Donc pour nous, c'est une très grande fierté à Agen. Et d'ailleurs, depuis ce matin, je pense que toute la ville et toute la presse locale ne parle que de ça. Donc évidemment, il y a une question à vous poser. Est-ce qu'après la victoire, vous êtes resté à Agen? Elle est pas mal, ça. Normalement, c'est Philippe David qui nous fait des comme ça. Je peux avoir les miennes aussi. Hein. Elles sont meilleures, celles de Frédéric. C'est gentil, ça. Avec toute l'amitié pour Philippe. Vous l'avez eu à partir de quel âge, Aymeric? Il est arrivé à quel âge? Alors justement, il est arrivé le plus jeune possible. À 5 ans, il a signé sa première licence en débutant au SUA. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sa famille est très implantée à Agen. Donc, son père était commerçant, maraîcher sur Agen, et sa maman aussi était commerçante. Donc, ce sont des personnes qui étaient implantées. Son père, malheureusement, est décédé l'an dernier. Donc, on est aussi content pour Aymeric parce que l'année 2025 a été difficile pour lui. Et il a débuté vraiment tout petit et il est resté jusqu'à 16 ans. C'est ça qui est très particulier parce que normalement dans le foot hyper sélectif, à 10-12 ans, malheureusement on peut le regretter, on a des jeunes qui sont déjà déracinés. Lui, il a fait la section sport-études à Miramont-de-Guyenne en Lot-et-Garonne jusqu'à ses 16 ans. Donc c'est extrêmement tard pour un footballeur professionnel de ce niveau. Et ensuite, il a été repéré en sélection aquitaine par Bilbao. Il est allé 6 mois en couveuse, si je peux dire ainsi, à l'Aviron Bayonnais, parce qu'il fallait aussi avoir cette culture basque, et il avait des racines basques pour aller à Bilbao. Et ensuite, il a démarré à Bilbao, d'abord en centre de formation chez les jeunes, ensuite en réserve, et il a intégré très rapidement à 18 ans l'équipe 1 de Bilbao. Et alors donc, vous, amis basques, vous êtes bien sûr à cheval sur la France et l'Espagne. Enfin, vous êtes même à dire que l'Espagne et la France sont à cheval en dessous du Pays Basque. Hein, on est bien d'accord. Et rappelons qu'Aymeric Laporte avait été appelé par Didier Deschamps, mais ne jouait pas, etc. Donc des questions pour Johan Jourdan. Alors on commence par vous, Mathieu. Bonjour Johan. Qu'est-ce que vous avez décelé chez Aymeric Laporte très rapidement, puisqu'en fait c'est vrai qu'on voit assez rapidement les qualités footballistiques du joueur. Est-ce qu'il a toujours joué défenseur central? Parce que souvent on a tendance à reculer plus on avance. Ou est-ce qu'il jouait pas attaquant quand il était plus jeune? Et quelles sont les qualités que vous lui retrouvez aujourd'hui? Si, justement, il a commencé, je pense, devant comme attaquant. Quand il est parmi les plus jeunes, ça veut dire qu'il avait une facilité technique. C'est un gaucher, donc c'est un défenseur gaucher aujourd'hui. Moi, j'étais pas présent au club quand il était licencié, mais je l'ai rencontré après plusieurs fois et j'en ai parlé avec les plus anciens. Moi, ce que je retiens surtout par rapport à ce que j'ai dit sur son intégration très rapide dans le monde professionnel, c'est sa force de caractère.
parce que il a des grosses qualités, mais au départ peut-être pas plus de qualité finalement que d'autres joueurs qui se sont perdus en cours de route. Et lui, il a eu des opportunités. Il a quand même croisé Bielsa à Bilbao, Guardiola. Ouais, les grands entraîneurs. Ouais. Luis Enrique, c'est lui qui lui a téléphoné personnellement pour le sélectionner en équipe d'Espagne alors qu'il était au frigo et qu'il était placardisé, je disais, depuis 3 ans déjà en équipe de France. Oui, puisque rappelons pour les auditeurs qui ne sont pas trop au courant, c'est que la star aujourd'hui du PSG, l'entraîneur Luis Enrique, était préalablement entraîneur de la sélection espagnole. Et voilà, donc effectivement. Question de Madi Saïdi. Alors à vrai dire, il a répondu à ma question. C'est un petit peu ce qu'a demandé vous êtes piégé, à Mathieu. Ouais. Mais non, mais sinon, qu'est-ce que je pourrais... Oui, est-ce que pour vous, en tout cas le concernant lui, est-ce que les qualités physiques et les qualités, si je peux dire, psychologiques, parce qu'elles sont aussi très importantes dans le football, est-ce que chez lui, elles ont marqué un tournant dans sa carrière? Parce que finalement, on a des gens qui sont très bons du point de vue technique, et du point de vue, je pense, psychologique, sont moins forts. Et c'est hyper important. Moi, je vois, par exemple, le match, la finale d'hier. Je crois que les Espagnols avaient plus envie de gagner. Donc, le côté psychique était hyper important. Est-ce que vous retrouvez ça chez lui? Ou quand il était déjà gamin, est-ce qu'il l'avait déjà? Oui, vraiment, je crois que c'est le bon équilibre entre les deux et il a su garder surtout cette continuité. Après, quand on le connaît un peu, comme beaucoup de footballeurs pros de ce niveau, internationaux, sont des personnes qui sont extrêmement rigoureuses, qui font très peu d'écart, parce que là, il y a, sur le long terme, pour faire cette carrière entre 16 et 32 ans, il y a peu, il y a pas d'erreur possible, je dirais. C'est pour ça qu'il revient toujours à Agen, 2e fois. Voilà. Et je peux même en faire une 3e, hein. Allez-y Bruno Pomar. Allez-y, oui, Johan. Non, je vais vous dire quelque chose. Il revient régulièrement à Agen, plus souvent depuis qu'il est revenu à Bilbao, puisqu'avant il était 2 ans en Arabie Saoudite. Il a construit sa famille aussi à Bilbao, sa femme est de Bilbao. Et nous, on a eu la bonne idée pour le centenaire en 2022 du club, de notre club, le SUA, de proposer à la ville d'Agen de baptiser, de renommer ou de nommer, parce qu'il n'avait pas de nom, le stade de foot à Agen Aymeric Laporte. Depuis 4 ans, le stade de foot s'appelle Aymeric Laporte, donc j'espère qu'on y a porté chance, et en tout cas, on a des fiers. Génial. Allez, la dernière petite question. Il a répondu à la question que je voulais poser en disant, tiens, ces stars-là qui reviennent évidemment dans leur club d'origine, formidable, plus léger. Moi, je suis gaucher. Et est-ce que vous voudriez me former éventuellement? Et pas gauchiste. Gaucher. Est-ce que vous voudriez me former parce que j'ai une carrière en vue de footballeur? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est un avantage d'être gaucher, hein. C'est toujours. Ils sont moins nombreux, hein, les gauchers. Ils sont habiles. Oui, ils sont plus créatifs, surtout derrière. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai un truc pour vous. La Fédération française a lancé le foot en marchant maintenant. Vous savez, Johan, que vous parlez à un ancien du Raid, hein, quand même. L'ancien du Raid. Il m'a taillé. C'était un immense plaisir de vous avoir, cher président du SU Agen Football, qui à travers un de ces petits gars est devenu champion du monde, mais côté espagnol, oui, comme quoi, c'est comme ça. Merci 1000 fois, bravo Quentin Barbaza de nous avoir amené Johan Jourdan, bravo les Agenais. Dans un instant, autre gros thème, vous l'avez vu, Jonas Vingegaard chute, abandonne le Tour de France, et puis d'un seul coup, l'information sort, il avait été contrôlé à 2h du matin, prise de sang, réveillé en pleine. Bon, qu'en est-il vraiment? Est-ce que ça sert? Est-ce qu'il y a du dopage? Parce que, en plus, les conditions sont très particulières. Pascal Chanteur, le président du syndicat du NCP des coureurs cyclistes, est avec nous. On lui pose toutes les questions. Sud Radio. 17h-20h, Frédéric Bradel. C'est le rendez-vous Tour de France avec nos 3 vraies voix, Mathieu Hogg, Bruno Pomar et Madi Saïdi. Nous accueillons notre consultant, Pascal Chanteur. Bonjour à tous. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Pascal. Bien, alors, ouvrons le débat Tour de France. Aujourd'hui, c'est repos. Hier, il s'est passé quelque chose, je le rappelle, donc chute de Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, qui était 2e du général, victime d'une chute. Alors effectivement, dans un endroit très dangereux, on en reparlera tout à l'heure. À 19h, Cyril Guimard sera là, Samuel Dumoulin, on fera le point. Mais il y a eu une information qui est sortie. Et Tadej Pogačar à 5h du matin et Jonas Vingegaard à 2h du matin
ont été réveillés en pleine nuit pour des prises de sang, contrôle antidopage. Une autre information est sortie, c'est un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi par l'International Testing Agency, ITA, et c'est une procédure traditionnelle pour les contrôles nocturnes puisque on ne peut faire ça qu'avec l'accord d'un juge et il ne donne son accord que si il y a de fortes présomptions. Alors ça dit quoi déjà, Pascal Chanteur, parce que cette information vient de sortir. Est-ce qu'il y a des soupçons concernant Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar? Alors tout d'abord, les fortes présomptions, je m'arrête un instant là-dessus. Les contrôles de nuit, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est régulier. Ça a d'ailleurs été déjà le cas sur le Tour de France avec d'autres coureurs. Donc en fait, l'ITA, l'International Testing Agency, fait de la com sur ce genre de choses. Et ni plus, ni moins. Pour la bonne et simple raison que c'est une règle, qu'il faut passer par un juge pour faire ce genre de choses, parce que c'est quand même pas anodin de venir réveiller quelqu'un à 2h du matin. Je pense qu'autour de la table, ça ne leur est jamais arrivé dans leur métier. Oui, ça fait drôle. Alors réveiller en pleine nuit, en plus prendre une prise de sang, enfin c'est surhumain, quoi. Ouais. Voilà. Et qui plus est, que ce qui m'excède, c'est que ça n'a jamais donné aucun résultat. Parce que à la rigueur, on attraperait les tricheurs, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, bien entendu. Il y a toujours des gens qui pensent être plus malins que la patrouille. Mais en l'occurrence, notre sport a toujours démontré qu'il était en capacité de pouvoir écarter les brebis galeuses et les tricheurs. Mais sur ce cas-là, ça fait quand même un moment que l'ITA n'a jamais attrapé personne, alors que les contrôles se multiplient et les obligations s'intensifient. Pascal Chanteur, oui, juste, et évidemment, on va y revenir. Mais je le rappelle, vous êtes président de l'UNCP, le syndicat des coureurs. Concrètement, ça veut dire qu'un champion, il y a que dans le cyclisme ça, on peut le réveiller en pleine nuit pour une prise de sang. Il y a aussi des obligations tout au long de l'année, ils doivent être localisés, c'est ça. Dites-nous en quoi consistent les obligations. Oui, alors déjà, je vais vous donner les obligations que peut avoir un Pogačar sur un Tour de France. Il est contrôlé systématiquement tous les jours. Et il peut l'être maximum 3 fois par jour. Le matin au réveil à partir de 6 heures. Le matin à partir de 6 heures jusqu'à 23 heures. Donc il lui arrive d'être contrôlé le matin. Il lui arrive obligatoirement, vu qu'il est maillot jaune, d'être contrôlé systématiquement après les étapes. Et d'avoir un contrôle avant 23 heures le soir. Et cela, contrôle urinaire et sanguin. Bon, ça c'est la chose. Ensuite, vous avez le suivi Adams, qui est de la géolocalisation. La géolocalisation, les coureurs sont systématiquement géolocalisés 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc en fait, ils doivent dire systématiquement. Ouais, systématiquement. Systématiquement. Et ils doivent donner leur localisation tous les trimestres, pour le trimestre suivant. Mais si on peut pas savoir où on sera un jour, par exemple le jeudi 2 mai, il est invité par sa femme à aller à un restaurant, il y a une soirée, c'est trop tard pour que ça soit systématiquement programmé. Oh là là. Il peut le changer 48 heures à l'avance. 48. Donc voilà. Surprise, chérie, je t'ai réservé une surprise pour ton anniversaire. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je ferai pas le vélo. Ah oui. Parce qu'après vous avez des emmerdes avec votre femme. Et juste pour dire une chose, parce que ça va choquer tout le plateau. Ouais. L'ITA a déjà effectué un contrôle sur un coureur belge alors qu'il était en train d'enterrer son gamin. Et ils sont venus le tester le jour même. Voilà, c'est pour ça que je suis excédé de l'attitude de l'ITA. Et d'ailleurs, ils ont fait un article où ils disaient c'est vrai que c'était malvenu et tout ça. Mais c'est trop simple de dire ça. C'est trop simple. C'est de la com qu'ils font, ce que vous voulez dire. Et en fait, je vous explique. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous sommes pour une lutte antidopage performante, avec des contrôles antidopage efficaces. Nous finançons les coureurs cyclistes, ainsi que l'ensemble des autres familles, finançons la lutte antidopage à hauteur de 10 millions d'euros tous les ans auprès de l'Agence mondiale antidopage. On doit être un des sports qui
finance le plus. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand nombre de contrôles, il y a très peu de positifs, d'ailleurs, et tant mieux. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une véritable recherche fondamentale, plus poussée, où on mette plus de financement sur la recherche, plutôt que sur l'administratif, et d'enrichir des agences. Parce que c'est ça la situation aujourd'hui. Ouais. Petite question rapide, Mathieu Hoc. Rapide, hein, vraiment, je suis désolé. Ouais. Oui, est-ce qu'on dit souvent, on dit souvent que les dopeurs, ou les productions de dopage, en tout cas, ont un temps d'avance sur la capacité de sanction. Je rejoins ce qui a été dit. Il faut mieux investir sur la recherche et le développement. Et je voulais justement vous poser la question, est-ce que c'est toujours le cas si le dopage a de l'avance sur les gens qui les contrôlent? Alors, vous l'avez dit, c'est pour ça que je demande de la recherche fondamentale, parce qu'il peut toujours y avoir des chercheurs qui cherchent à tricher et à doper, ça c'est clair, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense aussi que la lutte antidopage a énormément progressé, et j'en veux pour compte que les coureurs sont énormément et très souvent en stage d'altitude, en stage de récupération, d'entraînement, sur des stages communs où ils sont suivis par des staffs médicaux, diététiques, psychologiques, pour pouvoir les accompagner. Chose qui n'existait pas auparavant, où chacun était livré à lui-même. Bon, Pascal, c'est terriblement frustrant. On doit conclure. Vous aviez juste un mot, Madi Saïdi, non? Je voulais juste te dire une chose. Vous voyez, on voit les titres de médias. On voit les titres de médias. Un juge a autorisé les contrôles antidopage. Oui, c'est vrai, alors que c'est pas la première fois, en fait. Voilà, c'est ça. J'étais en suspicion tout de suite. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on met une cible dans le dos de quelqu'un. Parce que là, on parle de Tadej, mais il y a eu des contrôles hier. Tadej et Jonas Vingegaard n'ont pas été les seuls. Mais systématiquement, on met les feux sur ces deux individus, sur ces deux personnes, alors que vous allez voir que dans les prochains jours, il n'y aura rien de plus, mais on aura à nouveau discrédité, cherché à salir. Effectivement. Et ça, c'est détestable. Ou alors ils nous disent clairement ce qu'il y a. Merci beaucoup Pascal Chanteur, président de l'UNCP, notre consultant. Dans un instant, on fera notre spécial Tour de France en cette journée de repos. Cyril Guimard en grand témoin, Samuel Dumoulin. On aura aussi des témoignages de directeurs sportifs. Merci beaucoup Madi Saïdi, Mathieu Hoc et Bruno Pomar d'avoir été de si brillants vraies voix. Thomas Binet maintenant, les incontournables de la bourse. Vous avez certainement investi en bourse. Thomas vous donne toutes les petites astuces.